doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République, n'est-ce pas? Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la RDC, qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat au poste de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Ces milliers de soldats étrangers se sont accouplés avec les femmes congolaises, avec les hommes congolais. Comme vous voyez derrière moi, il y a écrit de père et de mère, mesdames et messieurs. Bonsoir, nous sommes en direct de Kinshasa à l'hôtel Rotana, d'où le professeur Tchani Mwanda-Vita a convoqué une conférence de presse pour expliquer l'avantage de la loi de père et de mère et pourquoi cette loi doit être adoptée et mettre en pratique en République démocratique du Congo. Suivez les reportages avec Jean Mwanza. Un exposé. Au terme de son exposé, la presse sera invitée à poser toutes les questions. Toutes les questions d'actualité doivent faire partie de cette conférence. Et lui-même vous donnera les réponses à ces questions. Avant de commencer, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Monsieur Noël Tchani Mwanda-Vita. Je ne saurais pas prendre beaucoup de temps pour le présenter. En un mot, Noël Tchani Mwanda-Vita, que vous connaissez tous, fut candidat à la présidentielle de 2018. Professeur des universités, docteur en sciences économiques, banquier commercial, d'investissement et de développement, économiste international, spécialiste des questions du développement du secteur privé et financier et auteur de plusieurs ouvrages dont le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. La bataille pour une monnaie nationale crédible et puis d'autres publications. Vous aurez ça même à la fin de la conférence parce que c'est intéressant. Sans plus tarder, d'abord toutes nos excuses parce que cette conférence était prévue à 10 heures, mais étant donné qu'à Kinshasa, quand nous disons 10 heures, les gens arrivent toujours en retard. Cela étant, je passe la parole au docteur Noël Tchani Mwanda-Vita pour ouvrir cette conférence de presse. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, surtout vous les membres de la presse, je voudrais sincèrement vous remercier d'être venus nombreux ce matin pour échanger avec moi sur les enjeux, les défis et les perspectives de la proposition de loi Tchani, des verrouillages de l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, mais aussi aux fonctions de souveraineté nationale. Et la proposition porte aussi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Cette proposition a été endossée
par un député exceptionnel, honorable Singh Goudou Servo-Kitchou. La proposition de loi est actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Elle a été dans le bureau d'études et j'ai compris qu'elle doit se trouver au bureau du président Bosso, qui attend le moment de pouvoir la soumettre au débat des députés nationaux. Donc, les informations que vous avez reçues dans les réseaux sociaux qui faisaient état du rejet de notre proposition de loi, ces informations-là sont fausses. Elles sont fabriquées par des gens qui veulent distraire, qui ne veulent pas que la démocratie fonctionne et qui veulent empêcher les débats sur des questions importantes qui touchent à la vie de la nation. Donc, le bureau d'études de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de prendre une proposition de loi, de l'étudier et de la déclarer recevable ou irrecevable. Ils étudient, ils transmettent au bureau du président Bosso, Christophe Bosso. À ce niveau-là, ils décident de soumettre au débat au moment approprié. Et comme vous le savez, cette session budgétaire, cette session parlementaire est connue comme étant la session budgétaire. Cela veut dire qu'il y a des priorités parmi les priorités en ce qui concerne les matières qui sont programmées pour débat au niveau de l'Assemblée nationale. Les priorités étaient lesquelles pendant cette session budgétaire? Il y avait la question de la mise en place du bureau, la CENI. Cela est une chose faite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons tous suivi des péripéties au niveau de la désignation du président de la CENI, non seulement aux élections qui sont la meilleure méthode de conquête de pouvoir dans une démocratie, mais ils affectent également le développement du pays, dans la mesure où ils constituent la base de conception et de mise en œuvre d'une véritable vision de développement global et des politiques sectorielles du pays afin de réduire la pauvreté et améliorer le standard de vie de la population congolaise. Aujourd'hui, notre pays ne dispose pas d'informations dignes de foi sur sa population estimée tantôt à 80 millions d'habitants, tantôt à 105 millions d'habitants. Dieu seul sait combien de Congolais existent réellement. Le dernier état des lieux sur les statistiques socio-démographiques congolaises, effectué par l'Institut national de la statistique pour la période 1995-2000, indique que les statistiques et indicateurs répertoriés sur la population sont dans l'ensemble, soit d'une couverture administrative limitée, c'est-à-dire ne couvrant pas toutes les entités politico-administratives du pays, soit peu fiables, soit enfin obsolètes, à telle enseigne qu'il faut éviter purement et simplement de les utiliser pour préparer, organiser et gérer la planification du développement et des échéances électorales. Notre pays connaît depuis plus d'une décennie d'importantes mutations socio-démographiques, comme conséquence à la fois des guerres successives, depuis 1996 ayant causé les morts de près de 10 millions de nos compatriotes, d'après les statistiques des organisations non gouvernementales. Nous savons que ces mutations n'ont jamais fait l'objet d'une certification systématique. Mais du fait de ces mutations, la meilleure option de disposer d'indicateurs fiables n'est certes pas de recourir aux projections démographiques, mais plutôt d'organiser un comptage complet de la population qui renseignera sur le niveau actuel de la démographie en octroyant à chaque Congolais sa carte d'identité nationale. Aujourd'hui, c'est une mission impossible de prouver la nationalité congolaise d'un individu, ce qui occasionne l'entrée massive des étrangers qui deviennent Congolais sans formalité administrative d'usage, en abandonnant purement et simplement leur nom d'origine et en optant pour des noms congolais pour tromper l'opinion publique. Au fil des années, ces étrangers ou leurs descendants infiltrent nos institutions, mettent en péril la souveraineté nationale et la stabilité du pays. Il se pose donc un problème de gouvernance politique dans notre pays. Chers compatriotes, mesdames et messieurs,
Traiter de la gouvernance politique, c'est aborder des questions liées aux antivaleurs, à l'éthique politique et leurs conséquences dans notre société et aussi sur le développement du pays. L'éthique apparaît comme un ensemble de règles, écrites ou non écrites, inspirées par la morale pratique et qui doivent être respectées scrupuleusement dans la vie politique et dans la vie de tous les jours. La gouvernance politique est aujourd'hui un concept qui vaut jugement moral. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? À mon avis, la gouvernance signifie l'art et la manière de gouverner. La gouvernance politique doit être comprise donc comme étant l'ensemble des règles, des procédures, des pratiques qui affectent la façon dont les pouvoirs sont exercés à l'échelle nationale. En d'autres termes, il s'agit de la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du développement. Pour une gouvernance saine, certaines institutions de l'État déjà mises en place doivent fonctionner normalement dans notre pays, sans entrave ni télescopage, et suivant des mécanismes de fonctionnement reconnus universellement et acceptés par le peuple. Ces institutions doivent veiller à l'exécution de la vision de développement du pays, en déterminant les priorités et les indicateurs de la bonne gouvernance. Nous pouvons citer certaines institutions qui peuvent garantir la bonne gouvernance dans notre pays. Quelles sont ces institutions? 1. Le président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. En cas de blocage, tout le monde le regarde. C'est lui qui doit pousser sur le bouton. 2. Il y a le pouvoir judiciaire, qui a pour mandat de pouvoir exécuter les lois qui sont votées par la troisième institution, qui s'avère être quoi? Le Parlement. Et dans notre cas, nous avons un Parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout le monde, aujourd'hui, se plaint que ça ne marche pas dans le pays. Nous voulons tous le changement. Mais nous voulons, en d'autres termes, la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance politique et économique et aux antivaleurs que nous avons accumulées pendant plusieurs années. Nous devons arrêter la continuité du mal et opter obligatoirement pour le changement qualitatif de notre population sur tous les plans. Nous devons lutter contre des antivaleurs qui minent notre pays et notre société. Et pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas d'autre secret que de restaurer l'état de droit avec toutes les fonctions régaliennes. Pour combattre les antivaleurs et instaurer la bonne gouvernance politique, les dirigeants de la RDC devront se soucier de faire transiter l'être humain, c'est-à-dire le citoyen congolais, vers sa pleine citoyenneté par l'éducation aux vertus et aux principes de la République et de la démocratie. Nous devons restaurer l'état de droit pour permettre à chaque Congolais de vivre d'après les principes qui sont socialement acceptables et d'après les lois qui s'imposent à tout le monde, sans exception. La bonne gouvernance politique est une œuvre humaine, perfectible. Il n'arrivera pas un jour où on va dire aujourd'hui nous avons la meilleure gouvernance et on s'arrête là-bas. Nous devons l'améliorer tous les jours. Pour l'instaurer dans notre pays, nous devons commencer par quoi? Par mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et en le tenant responsable de ses actes dans la conduite des affaires de l'État. Pour cela, il faut des hommes et des femmes qui soient 100% loyaux au pays et à la population. J'insiste et je souligne, loyaux, c'est-à-dire la loyauté au pays, elle est très importante. On ne peut pas être citoyen d'un pays et avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand ça marche, on est congolais. Quand ça ne marche pas, on est originaire de notre pays. Ça ne peut pas être comme ça. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, eu égard aux enjeux d'infiltration et au souhait de réduire les risques pesant sur notre pays, j'ai proposé la loi sur le verrouillage de l'accès à la fonction de président de la République et aux fonctions de souveraineté nationale, et aussi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Je sais que ce sujet est très passionnant, car il touche le cœur même de la RDC en tant que pays indépendant,
des souverains. C'est un sujet qui soulève beaucoup de passions, car les opinions de ceux qui sont pour et contre sont très fortes. Mais quelles que soient nos divergences de point de vue, je veux que les discussions d'aujourd'hui sur ce sujet se fassent de façon civilisée, de sorte que chacun donne son point de vue et ses suggestions en respectant surtout les sentiments, la fierté et la dignité des autres. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on ne donne pas d'interprétation péjorative à la proposition de loi que j'ai faite, qui n'a rien à voir avec ce que certains détracteurs ont appelé la congolité, et ne vise rien d'autre que la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Nos détracteurs qui ont fabriqué le terme congolité, ils veulent invoquer les souvenirs malheureux de la Côte d'Ivoire, où certains leaders politiques refusaient la nationalité ivoirienne à 7 millions de personnes représentant 26% de la population ivoirienne au nord du pays, c'est-à-dire à la frontière avec le Burkina Faso, sous prétexte que ces gens-là étaient des Burkinabés. Nous n'avons pas un problème similaire en République démocratique du Congo pour parler de la congolité, car la loi proposée n'enlève la nationalité congolaise à personne parmi les Congolais. Bien au contraire, la loi que je propose va redonner la nationalité congolaise à plus de 10 millions de nos compatriotes, comme je vais le démontrer plus tard dans cette présentation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, moi qui vous parle, je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Du côté de mon père, mais également du côté de ma mère, tous originaires de la Lomami, au centre de la République. La RDC a même payé pour mes études primaires, secondaires et universitaires. Je dois tout à ce pays, à notre pays, à mon pays. Et je dois à mon pays la loyauté. Parce qu'ils m'ont fabriqué pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Tous, nous devons la protéger parce que c'est notre patrimoine commun et nous devons défendre la souveraineté, l'intégrité et la pérennité de notre pays. Car c'est le seul pays au monde dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, personnellement, je suis très préoccupé par la misère de la population congolaise et le niveau de développement de notre pays. C'est pour cela que je vous renouvelle encore ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo à une véritable autorité monétaire et de régulation, et surtout doter notre pays d'une monnaie nationale crédible, une monnaie qui va faire la fierté du peuple congolais, en mettant fin à ce qu'on appelle la dollarisation, pour que tout le monde respecte la Constitution qui dit en son article 176 que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. La finalité de mon plan Marshall pour la reconstruction de la RDC est de développer le pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population aujourd'hui. Et le plan Marshall actualisé après la Covid-19, je l'ai comptabilisé aujourd'hui à 50 programmes différents, cohérents et orchestrés pour sortir la RDC du sous-développement et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Le coût total de ce plan est de 1 000 milliards de dollars sur 15 ans de tous les postes de souveraineté. On ne peut pas avoir un président de la République démocratique du Congo qui représente la souveraineté nationale et en même temps, il est marié à une Russe. Ça ne se fait pas. Nous devons verrouiller aussi les épouses de tous ces postes de souveraineté. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, beaucoup de compatriotes ont déjà compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies et soutiennent
cette proposition de loi. Mais il faut s'y attendre dans une démocratie. Il y a quelques compatriotes qui s'y opposent en avançant comme argument d'une part que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens à répondre tout de suite à cette dernière préoccupation, en vous rappelant que c'est pour faire face aux préoccupations de misère et de pauvreté de la population que j'ai aussi proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, dont je vous ai exposé les grandes lignes au début de cette présentation. J'inviterai d'ailleurs notre Assemblée nationale, si les députés sont intéressés, j'irai faire la présentation de ce plan là-bas, afin qu'on puisse peut-être l'adopter comme étant la vision globale de développement qui peut réunir tout le peuple congolais. Et nous allons travailler pour sa mise en œuvre progressive au fil des 15 prochaines années. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de loi, elle est importante parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition, de perte, ni de recouvrement de la nationalité congolaise. Elle ne change donc rien à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose à cet effet que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituent ou constituaient ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il y a même une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, outre le verrouillage de haute fonction de souveraineté, j'ai également proposé la révision de cet article pour permettre aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine, que personne d'entre nous ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés quoi? Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises, aux lois de la République, sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Vous débarquez sur le sol congolais, on ne reconnaît plus vos nationalités étrangères, vous vous soumettez aux lois de la République. Au vu de l'histoire la plus récente du pays, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la RDC. Donc le président et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC et plus tard avec la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Ces milliers de soldats étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, avec des hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous congolais d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants-là comme congolais. Ils ont droit à tout dans notre pays. Et ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais d'origine nés de mères et de pères congolais d'origine. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC, de leur mère ou de leur père, et les pays étrangers de leurs autres parents, ou vice-versa. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette proposition de verrouillage que je porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République, n'est-ce pas? Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la RDC, qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat
au poste de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence et aux fonctions de souveraineté aux Congolais d'origine, nés de mères et de pères eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise purement et simplement à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant quoi? La fierté d'être Congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent où? Dans d'autres pays tels que le Cameroun, ici à côté, la Zambie, le Togo, le Burkina Faso, je dirais même la Turquie. Et aussi elles existent dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République des États-Unis. Pour scier ça donc, il faut être quoi? Il faut être né sur le sol américain, comme c'était le cas de qui? De Barack Obama, de Bill Clinton ou de John F. Kennedy. Par contre, toujours aux États-Unis, des gens comme l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ou bien l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger. Et il y a des millions de personnes dans cette catégorie-là, tout en étant tous pleinement des Américains. Ils ne peuvent pas prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président. C'est lui d'être né sur le sol américain. Et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC et plus tard avec la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Ces milliers de soldats étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, avec des hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous congolais d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants-là comme congolais. Ils ont droit à tout dans notre pays. Et ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais d'origine nés de mères et de pères congolais d'origine. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC, de leur mère ou de leur père, et les pays étrangers de leurs autres parents, ou vice-versa. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette proposition de verrouillage que je porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République, n'est-ce pas? Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la RDC, qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat au poste de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence et aux fonctions de souveraineté aux Congolais d'origine, nés de mères et de pères eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise purement et simplement à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République,
en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant quoi? La fierté d'être Congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent où? Dans d'autres pays tels que le Cameroun, ici à côté, la Zambie, le Togo, le Burkina Faso, je dirais même la Turquie. Et aussi elles existent dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République des États-Unis. Pour scier ça donc, il faut être quoi? Il faut être né sur le sol américain, comme c'était le cas de qui? De Barack Obama, de Bill Clinton ou de John F. Kennedy. Par contre, toujours aux États-Unis, des gens comme l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ou bien l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright, ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, et il y a des millions de personnes dans cette catégorie-là, tout en étant tous pleinement des Américains. Ils ne peuvent pas prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président. C'est lui d'être né sur le sol américain, pour protéger notre pays aussi. Je tiens à préciser que ma proposition de loi, elle est personnelle. Elle ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour-là, personne n'a d'ailleurs déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Même si toute loi est discriminatoire par nature, cette proposition de loi que nous faisons n'est pas plus discriminatoire que toutes les autres lois similaires dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que partout au monde, il y a des critères d'éligibilité à des hautes fonctions dans un pays. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des temps, dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Mais dans notre pays, on considère qu'à 18 ans, on est encore trop gamin, on ne peut pas diriger donc la République. On a mis cet âge-là à 30 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on a créé la discrimination par rapport à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans, ou au Congo, par rapport à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans? Non, c'est un critère, on s'est mis d'accord, ça a été approuvé par l'Assemblée, et ça s'applique à tout le monde. C'est ça que nous allons faire aussi avec cette proposition de loi. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels qui sont prévus par la loi électorale. Il y a la loi qui a été révisée, et j'ai compris qu'elle sera encore révisée cette fois-ci. Donc quand on révise là, il faut qu'on en profite une fois pour toutes pour qu'on insère cette disposition de père et de mère dans notre Constitution, mais également dans la loi électorale. C'est cette loi-là qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles, avec l'exigence, par exemple, de caution qu'il faut 100 000 $ pour être candidat à la présidence. Vous savez combien de gens on a exclu de la présidence de la République? 99,9% des Congolais ne peuvent pas réunir 100 000 $ pour être candidat. Donc il y a de la discrimination, mais c'est une discrimination positive, parce que sinon on crée l'anarchie et on ne sait plus gérer cette anarchie-là. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi elle est opportune? Est-ce qu'il faut la faire maintenant? La réponse c'est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si le risque d'infiltration se réalise au niveau du sommet de l'État, ce sera trop tard pour sauver notre pays. C'est lui qui aura infiltré donc les institutions de la République. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en profiter pour balkaniser la RDC, pour changer des lois, pour mettre les Congolais en situation d'esclavagisme dans leur propre pays. Et nous allons commencer à nous battre comme avant l'indépendance, pour recouvrer l'indépendance. On ne peut pas prendre ce risque-là. On a vu le risque aujourd'hui, on va le gérer aujourd'hui en adoptant cette loi-là, en urgence d'ailleurs. Donc le timing de ma proposition de verrouillage coïncide avec d'autres réformes qui sont proposées par des organisations telles que la CENCO des catholiques, les CC des protestants ou certaines églises de réveil qui ont présenté des feuilles de route, des réformes qui touchent à la Constitution, à la loi électorale et aussi à d'autres textes légaux
dans ce domaine ici, notamment la loi sur la nationalité. Ces réformes sont en cours actuellement. Dans la foulée, il est donc opportun d'examiner la proposition de loi de verrouillage que je porte afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, à la loi électorale, à la Constitution, une fois pour toutes, afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023 et au-delà de cela. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, si ma proposition de loi est adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, la RDC ne prendrait plus de risques de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de mères et de pères congolais d'origine, étant les plus nombreux, il est tout à fait normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les autres fonctions très sensibles pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner un aspect. Je n'ai pas inventé la roue en proposant cette proposition de loi sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République et à certaines fonctions de souveraineté. Autrefois, ce verrouillage a existé dans notre pays à travers la loi numéro 84/001 du 20 janvier 1980. Créer des emplois même pour les enfants qui viennent de naître, 105 millions d'emplois. J'ai dit que tous les Congolais ont droit de tout faire dans leur propre pays. Tout faire dans leur propre pays. Ils peuvent devenir des médecins, des économistes, des professeurs, des hôteliers, des entrepreneurs, ainsi de suite. Ils peuvent tout faire, des présidents des clubs de football et j'en passe. Mais il y a quelques postes simplement, une quarantaine au maximum, qui sont des postes de souveraineté que nous voulons verrouiller dans l'intérêt du peuple congolais pour nous assurer que le pays va toujours être dans des bonnes mains et qu'il n'y ait pas de risque d'infiltration à ce sommet-là. Parce que si ce risque-là se réalise, nous sommes mal partis. On peut balkaniser le pays. Et d'ailleurs, je suis surpris, moi, que cette question soit soulevée en RDC. Vous savez quoi? Dans d'autres pays, un Congolais, on ne peut même pas le regarder comme étant une possibilité de diriger ce pays-là. Ça n'existe même pas. Je vous donne l'exemple, parce que vous avez mentionné d'autres Belges. Un enfant qui serait né, je prends un cas hypothétique, d'une combinaison entre le roi de Belge et une femme congolaise. Cet enfant-là, il ne peut pas devenir roi de Belge. Vous êtes d'accord? S'il ne peut pas devenir roi de Belge, pourquoi voulez-vous qu'il devienne le roi de la RDC? Donc, nous devons être très clairs. Cet enfant est le nôtre. Il peut tout faire en RDC. Il peut devenir ministre des Sports. Il peut être un grand entrepreneur. Il peut être médecin, professeur. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Mais il ne doit pas devenir président de la RDC parce que ce poste-là, à la minute qu'un enfant comme celui-là l'occupe, il y a des conflits d'intérêts dans lesquels il va se retrouver. Il ne peut pas trancher entre une question qui doit intéresser la RDC et la Belgique. Il y aura toujours des loyautés partagées. Faut-il décider en faveur du pays de mon père ou du pays de ma mère? Pour éviter cela, nous disons que cet enfant peut tout faire dans notre pays, sauf ce poste-là, qui serait réservé aux gens qui vont décider exclusivement en faveur de la République démocratique du Congo, de notre pays. C'est ça que les Américains donc ont fait. Ils ont verrouillé chez eux. Il y a des gens très distingués aux États-Unis. Je ne sais pas si peut-être que vous êtes trop jeune pour connaître Henry Kissinger. Kissinger, c'est l'un des meilleurs secrétaires d'État jamais connus par les États-Unis d'Amérique. Il est monté, il a pris des galons, il est devenu secrétaire d'État et on lui a dit stop. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous ne pouvez pas devenir vice-président des États-Unis, vous ne pouvez pas devenir président américain parce que vous n'aurez pas de loyauté totale à l'égard de la RDC. Je voudrais sur ce point-là partager une expérience personnelle avec vous. J'étais étudiant, je faisais l'école de banque à New York. Avant 6 mois avant de terminer mon MBA, Master's of Business Administration en banque et finance, à New York, dans Wall Street, il y a des banques new-yorkaises qui viennent interviewer des étudiants pour les recruter avant qu'ils terminent qu'ils aillent travailler là-bas. Et j'ai été interviewé par 5 banques. Banque commerciale, banque d'investissement, aussi la Banque centrale américaine. Et devinez quoi? J'étais le premier à qui on avait offert des postes. Pour les 5 banques, toutes les 5 banques qui m'avaient interviewé ont offert des postes. J'avais le choix. Maintenant,
il fallait choisir entre une banque commerciale, une banque d'investissement, la Banque centrale américaine. Personnellement, j'avais choisi la Banque centrale américaine, la Fed Reserve Bank. Et ils m'ont même envoyé le billet d'avion. Je suis allé de New York à Washington parce que le siège de la Fed se trouve à Washington. Quand j'arrive à la Fed, le premier jour, on nous fait remplir les papiers du personnel, l'identité, tout ce qu'il faut. C'est là qu'ils découvrent que je n'étais pas américain. J'étais détenteur de ce qu'on appelle la Green Card, la carte verte. On m'a dit... Donc, je ne sais pas par où je vais commencer. Je vous ai bien écouté, Monsieur Noël Tchani, mais en vous écoutant et en suivant aussi à travers la télé, bien sûr, Marine Le Pen, du Front National en France, je rencontre qu'il y a des similitudes, M. Noël Tchani. Vous voulez créer le Front National au Congo. Bon, à part ça, depuis 1960, on a chassé les Belges. Et ce ne sont que les Congolais qui occupent les postes de souveraineté. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Moi je pense, au contraire, il faut donner la chance maintenant à d'autres Congolais. Des pères ou des mères, je ne sais pas moi, 100%, 50%, 30%, 20%, même à 10%. Moi je pense qu'il faut donner aussi la chance à ces personnes-là. Et on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est la première question. La deuxième question, et ce sera la fin, c'est par rapport à des milliards de dollars que vous avez parlé lorsque vous étiez en train de parler de l'économie. Une fois élu, vous allez mobiliser près de 1000 milliards de dollars. Comment est-ce que vous allez les faire? Comment? Parce que nous savons que notre pays est gangréné par la corruption. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour mobiliser tout cet argent? Merci. Vous avez parlé de la question du recensement. Les élections se déroulent en 2023. Est-ce que vous pensez que faire le recensement est une nécessité pour avoir de bonnes élections en 2023? La seconde question est que le député national Sindi Pouloulou, qui a endossé votre proposition de loi, a eu la semaine passée à déposer une autre proposition de loi complétant la loi électorale en ce qui concerne le profil de celui qui doit être au poste de président de la République du Congo. Il a renforcé un autre critère lié à l'expérience, c'est-à-dire celui qui doit être à la tête du pays doit passer d'abord notamment au niveau de l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition de loi de Sindi Pouloulou? Vous avez indiqué que vous trouvez qu'il y a des similitudes entre ce que je propose aujourd'hui et ce que propose Marine Le Pen. Je suis content que vous ayez relevé cela. Marine Le Pen, que je connais personnellement, est une personne très nationaliste, parfois mal comprise dans ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle aime sincèrement son pays, la France. Elle aime la France et moi je ne peux pas lui reprocher cela. On a connu aux États-Unis des présidents qui aimaient aussi beaucoup leur pays. Vous avez suivi John F. Kennedy, et Barack Obama et tout ce monde-là. Au même titre, ils ont le droit d'aimer leur pays et de faire ce qui est bien pour ce pays-là, quel que soit ce que le monde entier peut penser. J'ai aussi le droit d'aimer mon pays et j'aime profondément la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Donc si vous trouvez qu'il y a des similitudes dans l'amour que chacun de nous, en tant que leader, a à l'égard de son pays et de son peuple, je suis content que vous ayez relevé cela. Maintenant, la question de chasser les Belges. Non, nous avons réclamé l'indépendance pour des raisons que nous connaissons. La gestion du pays par les colonisateurs a été décriée non pas simplement en RDC, mais à travers le monde entier. Et il ne s'agissait pas simplement, c'était un courant. Il ne s'agissait pas simplement de la RDC, il s'agissait donc de demander d'être souverain au niveau des pays africains, au niveau des autres pays du monde qui étaient des colonies, des pays étrangers. Et nous ne regrettons pas cela, même si depuis 1960, au lieu de transformer notre pays en une île de prospérité qui allait profiter à tout le monde, en tant que pays, nous avons commis des erreurs de gestion. Mais moi, personnellement, je ne regrette pas la décolonisation de la RDC et de l'Afrique. Également à celui qui a tenu debout pendant plusieurs heures. Docteur, merci beaucoup. Et je crois que le tchanisme social
va se mettre debout. Et en plus de ça, tous ceux qui sont intervenus, les intervenants en non-journalistes, nous vous disons également merci parce que nous avons compris que les sujets étaient très intéressants et nous osons croire que prochainement, quand nous aurons un autre rendez-vous pour parler d'autres sujets, vous serez aussi nombreux et attendre. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Merci. Vous souvenez, monsieur Chani m'en invite à expliquer clairement la population pourquoi avantage il y a loi de père et de mère et pas il y a bakondina biso banamboka donc le de binga bango banamboka o bakambaka biso donc importance nango ngwana bino moko bolandi bokoze la commentaire et pas Charlène Negala na kosenga bino bo s'abonner na Aigle News Télévision votre chaîne OEPSA Rabino ba information sur les champs il n'a pas catégorie nyonso donc pour le lot tozo clôturer awa tukutani mbala ya sima. Au revoir.